Alors, bonjour. Aujourd'hui, le département Société et la bibliothèque de l'Alcazar sont heureux d'accueillir Marie Hermann des éditions Hors d'Atteinte et Nina Alberg, auteure de La Dernière Amazone. Depuis 2018, les éditions Hors d'Atteinte sont en partenariat avec le département Société et viennent régulièrement nous présenter leurs parutions. Donc, je laisse maintenant la place à Marie qui va nous présenter les éditions Hors d'Atteinte. Alors les éditions Hors d'Atteinte, donc effectivement, elles ont été fondées en 2018 par moi et mon associé Ingrid Balazar, avec la préoccupation principale de parler de questions contemporaines avec les outils croisés de la non-fiction et de la fiction. Donc en essayant toujours de regarder qu'est-ce qu'on peut comprendre grâce aux sciences humaines et qu'est-ce qu'on peut imaginer ou comprendre de manière peut-être plus intime et profonde avec la littérature. Avec donc 2 collections qui structurent la maison d'édition, littérature et faits et idées, et qui obligent justement à essayer toujours de se demander face à tous les textes, où est le curseur entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, et comment est-ce qu'on peut se positionner à travers ce curseur-là par rapport à la société. C'est une maison, donc, comme son nom l'indique, qui a pour vocation aussi de mettre hors d'atteinte des gens qui sont souvent soit rendus invisibles, soit marginalisés, soit pas écoutés, dont on détourne le regard ou l'attention, et de les mettre au centre. Donc de faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise chez eux, hors d'atteinte. Et c'est aussi ce qu'on veut faire avec nos lecteurs. Donc avec l'idée d'accueillir aussi des gens qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec les livres, ou à qui les livres ne s'adressent pas forcément directement, et de faire en sorte qu'ils puissent aussi trouver leur chemin pour avoir ce rapport au texte qui nous paraît plus fondamental que jamais. Alors ensuite, Nina, est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail et peut-être votre parcours en quelques mots pour que nos téléspectateurs vous voient, vous connaissent un peu mieux? Ben oui, bien sûr, Bérangère. Eh bien, moi, je travaille principalement pour la radio. Je fais des documentaires radiophoniques. Je fais aussi des ateliers, surtout pour les enfants, autour du média radiophonique. Et sinon, je suis historienne de formation. Et un jour, je suis partie au Brésil. C'était en 2014, la première fois. Et ce livre est le fruit de cette expérience, qui a d'abord fait l'objet d'un documentaire radiophonique, d'ailleurs, sur Arte Radio, qui s'appelle également La Dernière Amazone. Un très beau documentaire d'ailleurs, puisque j'ai eu l'occasion, en sachant que vous allez venir, je l'ai écouté. Et vraiment, c'était très beau, à la fois poétique, un peu mystérieux. Et vraiment, ça m'a donné envie de lire le livre. Et du coup, je voulais savoir comment vous en êtes venu à parler, à partir à la recherche de ces Amazones. Eh bien, d'abord parce que je partais au Brésil, c'était un peu une année sabbatique. Voilà, j'avais 24-25 ans et je venais de finir mes études. Et mon projet, c'était de partir à la rencontre des féministes brésiliennes. Et c'est pour ça que finalement aussi, c'est logique que je sois éditée chez cette maison d'édition Hors d'Atteinte, parce que je pense qu'on est connectés sur ce point-là. Et donc, voilà, c'était ça, mais c'était vague, quoi. Voilà, je partais comme ça. Et je suis allée au Brésil en bateau, ce qui n'est pas anodin, en fait, concernant ce livre. Voilà, j'ai fait la traversée en voilier, quoi, un peu comme les conquistadors, finalement. Et quand j'étais au Cap-Vert, donc en escale, je cherchais sur Internet des réseaux un peu à activer, quoi. Et je suis tombée sur le blog d'une jeune femme qu'on entend parler dans ce livre, qui s'appelle Patricia, et qui disait qu'elle avait participé à une grande marche non mixte dans les rues à Belém, et que lors de cette marche, elle s'était sentie vraiment très bien, qu'elle avait l'impression de se réapproprier l'espace public, tout ça. Et elle faisait une analogie avec les Amazones, avec les Icamiabas, qui sont donc ces femmes qui vivent seules dans la forêt. C'est une légende amérindienne qui accourt dans cette région du nord du Brésil. Et ce sont elles qui ont donné leur nom à cette forêt, puisque la première fois que des conquistadors ont descendu le fleuve Amazone, en 1542, ils ont dit s'être fait attaquer par des femmes guerrières. Et en analogie avec les Amazones de Grèce, la région s'est appelée Amazonie. Mais ces Amazones, elles font aussi partie de cette légende des Icamiabas. Donc, je suis tombée sur ce blog et ça m'a vraiment passionnée. Et donc après, j'ai consacré énormément de temps à rencontrer des gens qui pouvaient me renseigner sur ce sujet. Donc, lors de cette année sabbatique en 2014. Et ensuite, je suis retournée en 2016.
Peut-être que tu peux nous lire justement ce passage. Tout à fait, je peux tout à fait lire le passage où je relate la rencontre entre les Amazones et les conquistadors, dont le chef de l'expédition s'appelait Francisco de Orellana, et il était descendu depuis les Andes, et il avait lâché toute une partie de son équipe, Pizarro, qui du coup, eux, sont restés dans les Andes, et lui, il est parti, parce qu'il cherchait un débouché atlantique. Ils étaient dans les Andes, ils se disaient c'est peut-être pas très loin l'Atlantique et tout, on va pouvoir repartir et reconstruire un bateau. Et là, ils ont vogué 6 mois sur l'Amazone, qui ne portait pas encore ce nom. Et là, le 22 juin 1542, ils ont rencontré les femmes guerrières. Ce que je vais vous lire tout de suite. Le 24 juin 1542, après avoir croisé comme d'habitude plusieurs villages pacifiques, la petite troupe se fait attaquer par une armée d'autochtones. Des dizaines de pirogues effilées s'approchent des radeaux espagnols et les encerclent pour les piéger. Des flèches fusent en tous sens. Impossible de battre en retraite. De nouvelles pirogues arrivent en deuxième ligne, renforçant la barrière mobile qui bloque les Espagnols. Au cours des mois précédents, les conquistadors ont subi peu d'attaques. Orellana ne comprend pas d'où vient cette agressivité soudaine. Il commence par s'en remettre à Jean-Baptiste, le saint du jour, et implore sa clémence. Puis il se résout à persévérer dans la fuite plutôt qu'à tenter de riposter. Il aperçoit une ouverture dans le mur de pirogues légères et y dirige les rameurs désormais aguerris. Les indigènes, redoublant d'ardeur, se lancent à leur poursuite. 5 Espagnols sont blessés par leurs flèches. Gaspard de Carvajal, touché au flanc, échappe de justesse à la mort. Trop exposés sur leur radeau, les conquistadors sont contraints de continuer le combat dans l'eau et de braver leur peur des démons des profondeurs. Orellana ne comprend pas l'opiniâtreté de ses adversaires, qui accusent pourtant de nombreuses pertes. Pourquoi laissent-ils traîner la bataille? Que leur veulent-ils? Dans l'eau, les cadavres sont de plus en plus nombreux et le capitaine ne voudrait pas que ses soldats les rejoignent. C'est alors que des renforts surgissent de la forêt et mettent leurs pirogues à l'eau depuis les rives blanches du fleuve. Ce sont des femmes, des guerrières, qui viennent prendre part au combat devant les yeux ébahis des Espagnols. Plus tard, Carvajal notera: elles sont très blanches et grandes et elles ont une très longue chevelure, tressée et enroulée sur la tête. Elles sont membrues et vont toutes nues, leur seule partie honteuse voilée, leurs arcs et leurs flèches en main, chacune guerroyant comme 10 Indiens. Elles sont une douzaine. Le moine voit en elles la confirmation des signes qu'il a perçus les jours précédents dans les villages indiens des bords du fleuve. Les Amazones sont bien tapies dans cette forêt équatoriale qui s'étire sans fin. Il accepte la confrontation inévitable, heureux, malgré la situation critique dans laquelle il se trouve, d'être le témoin d'un tel événement. Les femmes semblent commander les autres Indiens. Ce sont elles qu'ils attendaient, elles qui doivent mettre fin au combat. Elles les exhortent à la bravoure par des mots incompréhensibles pour Carvajal, mais criés avec conviction et majesté. Elles se mettent en première ligne, en équilibre à l'avant des pirogues, accroupies sur leurs talons, arcs bandés et regards perçants décochés aux conquistadors ahuris. La bataille redouble d'ardeur. Carvajal s'est mis à l'écart pour observer la scène. Elles se battaient avec tant de courage que les Indiens n'osaient pas tourner leur dos. Ceux qui fuyaient devant nous, elles les tuaient à coups de bâton. Ceci est la raison pour laquelle les Indiens se défendaient si bien. Donc Carvajal, c'est le moine. Gaspard de Carvajal, c'est le moine de l'expédition qui ensuite a écrit un texte qui s'appelle « La relation de la descente de l'Amazone » qui nous a apporté ce témoignage jusqu'à aujourd'hui. Du coup, alors je me pose la question, dans quelle catégorie vous classeriez votre document? Est-ce que c'est plutôt un récit ethnographique? Est-ce que c'est un récit de voyage? Il est un peu à la frontière entre ces... Enfin, j'arrive pas à le classer dans un genre particulier. Eh bien, moi, je qualifierais cela de fiction documentée, en fait, puisque donc du coup, ce livre est un peu en 2 parties, puisque d'abord, il raconte la rencontre entre les Amazones d'Amazonie et les conquistadors, et ensuite, la plus longue partie du texte, c'est toute une série de portraits de personnes qui nous racontent leur rapport avec ces femmes mythiques. Et ces témoignages donc, sont issus d'entretiens que j'ai faits, mais ensuite j'ai pris des libertés, j'ai mélangé des personnages entre eux, enfin voilà. Et donc pour moi, j'utiliserai ce terme. D'accord. Et alors, comment vous avez rencontré tous ces personnages qu'on découvre au cours des pages ? C'est le bouche à oreille, parce qu'il y a différents endroits qui sont évoqués. Il y a Belém, mais il y a aussi des villages plus, on va dire, éloignés de la culture, enfin de la civilisation. Du coup, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait progressivement ?
C'est ça, je pense que c'est grâce au temps et à la disponibilité d'esprit que j'avais. Et puis, pour le deuxième voyage, j'étais toute seule, j'avais tout mon temps. Puis j'avais une bourse, en fait, aussi, j'avais de l'argent. Et j'étais aussi là pour faire le documentaire, donc je me laissais complètement porter. Et comme ce sont des endroits très reculés, enfin, sauf Belém, mais après, les endroits très reculés, en fait, il suffit de parler un petit peu. En fait, il suffit de... On m'indiquait des gens, puis j'allais frapper chez eux, ils me parlaient, ils m'envoyaient vers d'autres gens, j'allais frapper chez eux. C'était vraiment très simple. Ça allait enfin, je n'ai jamais pris rendez-vous avec quiconque, et je pense que si j'avais pris rendez-vous, les gens m'auraient posé des lapins, en fait. Enfin, je pense juste que... Du coup, c'était vraiment, voilà, dès que... Enfin, voilà, et j'étais vraiment disponible à 100% à ça, et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu rencontrer autant de gens. D'accord. Du coup, vous êtes parti sac à dos comme ça, comme un peu un conquistador et remonter depuis Belém vers remonter le fleuve, c'est ça Eh bien, oui, j'ai remonté le fleuve, ouais. Donc voilà, il faut savoir qu'en Amazonie, il y a très peu de routes. Voilà, que c'est un endroit encore très peu peuplé. L'État du Pará, qui fait la taille de 3 fois la France, il y a 3 millions d'habitants, par exemple. Donc voilà, c'est des zones forestières immenses. Et voilà, où du coup, où il y a aussi de l'exploitation. Enfin voilà, il y a des grandes châtaigneraies, les castanhas do Pará, ça s'appelle, c'est des noix du Brésil en français. Il y a des grandes châtaigneraies, voilà, il y a aussi des grandes exploitations de mines de bauxite. Enfin, voilà, il y a différentes choses comme ça. Il y a des élevages bovins aussi qu'on voit le long des fleuves. Et l'Amazone, il faut s'imaginer ça, le fleuve Amazone, comme une immense voie de navigation. C'est très très large. Et on peut prendre des bateaux de ligne qui nous emmènent de localité en localité, les grandes localités. Et donc, on voyage, en fait, on accroche des hamacs sur les pontons et enfin, tous les gens apportent leur propre hamac et on met son hamac et après, on part... Voilà, par exemple, aller de Belém à Santarém, qui est une ville, la ville la plus importante sur le bord de l'Amazone après Manaus. Ça, c'est 3 jours de bateau. Voilà, donc ça, c'est la grosse autoroute, quoi, l'Amazone. Et après, remonter les fleuves. Parce que moi, du coup, après, je suis allée sur le versant nord de l'Amazone. Pour remonter les fleuves, du coup, il faut prendre des plus petits bateaux, il faut attendre. Et là où je me suis arrêtée, à Nyamunda, c'est un peu le terminus des bateaux de ligne. Et ensuite, pour continuer, après, j'ai loué un bateau. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de comment t'es passé de la forme documentaire à la forme écrite, parce que c'est quand même pas si fréquent qu'on traite le même matériau par deux biais, deux modes d'approche si différents. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de passer au texte ? Qu'est-ce que ça t'a apporté de différent ? Est-ce que tu as pu avoir un rapport à ton objet différent par rapport au documentaire ? Oui, voilà, moi je pense que du coup, originellement, voilà, je suis vraiment quelqu'un de la radio, quelqu'un du son, et j'aime bien évoquer les choses par une succession de couches sonores. Et voilà, l'Amazonie, ça s'y prête très très bien. On entend plein de sons. Enfin voilà, je suis allée faire des prises de son très précises, tout ça. Ça se sent bien dans le documentaire, ouais. Justement, sonore, là, on a l'impression d'y être. Et à contrario, j'étais frustrée quand même en faisant ce documentaire parce que déjà, c'était au Brésil. Donc moi, je faisais des entretiens en portugais la plupart du temps avec des gens. Et du coup, à la radio, moi, je voulais pas que ça soit doublé de manière atroce tout le temps. Enfin, je trouvais ça vraiment... Donc, je devais ruser. J'ai dû trouver un peu des gens qui parlaient français pour me dire des choses. Enfin, et du coup, j'étais obligée, pour le travail sonore, de faire des entretiens très, très courts pour avoir exactement ce que je voulais. Enfin, du coup, j'ai dû beaucoup faire des trucs... voilà, beaucoup orienter les gens pour ces passages-là, ce que je trouvais un peu frustrant. Et puis ensuite, en plus de ça, finalement, je suis contente de comment ça donne, hein, parce que du coup, il y a très peu de doublage et tout ça. Mais du coup, j'avais envie d'en dire beaucoup plus, en fait. J'avais envie d'en dire beaucoup plus. Et puis, je sais pas, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais voilà, je vais écrire un livre, ça va être super. Bon, voilà. En fait, c'était beaucoup plus compliqué que prévu.
mais voilà, je me suis dit, oh ben voilà, pourquoi pas. J'avais amassé énormément de documentation. Et ça, je pense que moi qui suis issue d'une formation d'histoire et tout, voilà, d'avoir des sources et tout, j'ai l'impression que tout était bien classé. Ça me rassurait, j'étais là, non mais c'est bon, tu peux y aller. Et voilà l'envie de transmettre d'une autre manière, parce que voilà, j'étais vraiment passionnée par cette histoire, et je trouve que cette histoire est assez méconnue, et j'avais l'impression que j'en avais pas du tout fait le tour. Mais du coup, justement, ce passage à l'écrit, ça t'a permis de déployer, de parler plus longuement de choses que tu avais dû peut-être plus couper dans la version documentaire, mais j'imagine que ça t'a donné aussi une liberté à toi en tant que créatrice d'y trouver une place, de t'y mettre d'une façon ou d'une autre, parce que toi aussi, tu as un rapport aux Amazones, à ces mythes, aux Icamiabas. Oui, moi aussi j'ai un rapport à ces mythes. Et oui, ça m'a vraiment donné une beaucoup plus grande liberté, parce que voilà, j'ai pu me dire, non, voilà, ces gens-là, tu les mets ensemble, ou d'un seul personnage t'en fais deux, puis voilà. Et puis du coup, il y a une petite intrigue aussi dans le livre sur, en fait, il y a une photo qu'on retrouve au début, puis après on suit la personne qui est sur la photo, tout ça. Donc oui, je trouvais que du coup, utiliser ces petits ressorts de fiction, ça les rendait beaucoup plus réel en fait, voilà. Il y a certains témoignages qui sont vraiment émouvants, notamment les 2 derniers. Enfin, faut pas dévoiler, mais moi, ça m'a touchée vraiment. Et j'ai trouvé ça. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait des personnes des 2 sexes qui étaient interrogées en fait. Que les Amazones, finalement, c'est pas juste une histoire de femmes, c'est aussi une histoire d'hommes. Et aussi, ils ont un rapport et une vision sur ce mythe-là qui nous font partager, quoi. J'ai trouvé ça intéressant. Alors oui, je pense que mon intention était en fait, déjà, je voulais faire parler des gens de tous milieux sociaux. Pour moi, c'était très important. Voilà, pas que des sachants, parce que du coup, il y a aussi des sachants, quoi, qui à des moments nous apportent des informations précises, quoi, parce que ce livre est aussi une enquête, quoi. Et donc, mais je voulais que ça soit des gens vraiment de tous milieux sociaux. Ça, c'était très important pour moi. Et puis ensuite, voilà, avec Marie, justement, on a beaucoup eu cette discussion de, oui, est-ce qu'on met que des femmes, ou est-ce qu'on met des hommes, et voilà, moi j'avais envie de mettre un peu des hommes, sachant que du coup quand même l'esprit de ce livre, qui est du coup mon esprit et aussi l'esprit de cette maison d'édition, c'est que c'est un livre voilà, par les femmes, pour les femmes, quoi, où du coup une vision féministe importante s'en dégage, mais je voulais aussi faire entendre d'autres voix, quoi. Peut-être le moment où je peux lire un des textes qui m'ont le plus touché, moi, parce que justement, moi, un des trucs qui m'ont tout de suite plu dans ton manuscrit et dans ce qui est devenu le livre, c'est justement des femmes qui se servent de ce mythe pour se sentir libres, pour se sentir puissantes, pour se raconter une histoire et aussi devenir ce qu'elles ont envie d'être d'une façon ou d'une autre. Et celle-là, elle me plaît beaucoup parce que justement, je trouve qu'en se racontant une filiation par rapport à ces femmes dont on ne sait pas si elles ont existé et dont finalement c'est pas, on s'en fiche un peu, elle se donne sa légitimité, elle se donne le droit de vivre comme elle a envie de vivre. Liliana. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les chevaux. Brosser leurs croupes, caresser leur pelage et leur crinière, leur donner à manger au creux de ma main, leur parler doucement avec ma voix et mon corps en même temps, et regarder leurs yeux me répondre. Mais ce que je préfère, c'est monter en selle, partir au trot et sentir les muscles de leur dos bouger entre mes cuisses. J'ai eu mon premier orgasme comme ça, alors je n'ai jamais oublié ce que je leur dois. Je devais avoir 13 ou 14 ans. À l'époque, j'habitais sur les rives du Rio Tapajós, pas très loin de sa confluence avec le fleuve Amazone. C'était la saison sèche et à cette époque de l'année, de grandes plages de sable se forment le long des berges. Le noir de l'eau, le blanc du sable, le vert des arbres tracent 3 lignes parallèles. Comme toutes les semaines, j'avais le droit de monter Jacaré, une jolie jument à la robe noire qui faisait partie de la fazenda de mon oncle. Nous sommes partis toutes les deux au pas sur la piste qui traverse la forêt. Je me souviens que je portais ce jour-là un pantalon rouge que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de me promener sur les plages. Derrière les derniers arbres ont surgi les rives désertes. J'ai accéléré la cadence progressivement. J'avais envie de longer le fleuve à l'infini. Je me tenais légèrement cambrée, le pubis collé à la selle,
les fesses un peu en arrière, et sans m'y attendre, j'ai brusquement senti une chaleur monter de mon sexe et envahir tout mon corps. Je me suis cambrée encore plus, le plaisir a fusé comme Jacare qui continuait sa course, apparemment imperturbable, mais complice tout de même. Ça a été bref mais beau. Jacare est repassée au pas pour me laisser le temps de reprendre mes esprits et elle nous a guidés sur le chemin du retour jusqu'à la fazenda. Évidemment, je ne me suis pas arrêtée là. Dès que j'en ai eu la possibilité, je partais me promener avec Jacare le long des rives du Tapajós. Je me suis aventurée de plus en plus loin, jusqu'à des endroits que je n'avais encore jamais explorés. Je vivais en bordure de forêt, mais sans vraiment la connaître. Elle est impressionnante. Avant, je m'y sentais fragile, mais grâce à Jacare et aux sensations si agréables que me procuraient nos balades, je suis devenue plus téméraire. Un jour, j'ai aperçu au loin un cheval qui avait l'air seul, immobile au bord de l'eau, puis une jeune fille qui se baignait à ses côtés. Jacare et moi, nous sommes cachés pour les observer. La fille est sortie de la rivière, entièrement nue, avec ses longs cheveux noirs qui ruisselaient le long de son dos cuivré. Elle a caressé le cheval et tous deux se sont enfoncés dans la forêt en marchant côte à côte. Je ne les ai jamais recroisés. Je me suis longtemps demandé si j'avais rêvé. Mais aujourd'hui, je ne le pense plus. Je suis sûre de les avoir vraiment vus. Cette fille, c'était une Icamiaba, de la tribu des femmes sans mari. J'en suis convaincue. On dit qu'elles ont disparu il y a très longtemps, au moment où les conquistadors espagnols sont arrivés en Amazonie, mais je n'y crois pas. Elles sont trop puissantes pour ça. Elles se sont cachées loin dans la forêt pour continuer à vivre ensemble. Moi, j'en ai vu une, j'ai confiance. Je sais qu'elles sont là, quelque part. Elles doivent se protéger, alors elles remontent toujours plus haut sur les fleuves vers le nord. Près de l'Amazone, c'est sûr qu'elles sont pourchassées. Il y a trop de bateaux et de maisons, mais là-bas, je pense qu'elles peuvent encore être tranquilles. J'aime penser que celle que j'ai vue était venue revoir le pays de ses ancêtres. Une réaction, Nina ? Eh bien, ouais, bah ça, du coup, c'est complètement fictionné, hein, pour le coup, ce texte-là. Mais sauf que c'est inspiré d'une rencontre que j'ai fait quand même avec une femme qui travaille à la cavalerie montée qu'on entend dans mon documentaire et voilà et du coup elle me disait qu'elle faisait des grandes balades le long du fleuve Tapajós, ça c'est vrai, et mais sinon elle s'en fichait complètement des Icamiabas. Alors du coup, j'ai une petite question. Est-ce que, parce qu'à un moment donné aussi, on parle de la récompense qu'elle donne aux hommes qu'elle fréquente, donc 1 mois dans l'année, pour les hommes qui leur donnent des filles, est-ce que vous en avez vu des muraquitas? Des muraquitas, oui, bien sûr. Donc en fait, dans la légende des Icamiabas, il est dit qu'elles habitaient au bord d'un fleuve sacré qui s'appelle le fleuve miroir de la Lune, et qu'une fois par an, elles y organisaient une grande fête pour pouvoir accueillir des hommes à qui elles faisaient l'amour. Et si elles avaient des filles, elles leur offraient un talisman qu'elles sortaient du lac et qui durcissait au contact de l'air. Il y a une histoire comme ça bizarre dans cette légende. Ça sort de l'eau, ça durcit et c'est en forme de petite grenouille. Et après, les hommes, ils la portent comme si, du coup, c'est un peu une marque d'être un amant d'une Icamiabas. Et en fait, ces artefacts qui s'appellent des muraquitas, on trouve des artefacts archéologiques, voilà, des pierres datant de l'époque amérindienne. On en trouve, et donc mon livre parle aussi de ça, que jusqu'à il y a une certaine période, on en trouvait plein. Il y avait des gisements un peu au bord des fleuves, dans le sable. C'est sans doute des endroits où les Amérindiens s'arrêtaient un peu plus longuement et ils les enterraient. Et je suis allée dans une localité en particulier qui s'appelle Faro, où beaucoup de gens m'ont raconté ça, dès qu'on construisait les fondations d'une maison ou dès qu'il y avait de la pluie plus forte, les muraquitas sortaient. Et puis, il y a une femme qui a eu cette réflexion que j'ai trouvée très belle, qui disait mais maintenant, on a bitumé la rue et l'asphalte a chassé les muraquitas. Voilà, en vrai, c'est juste que du coup, à un moment, on s'est rendu compte que ces pierres avaient de la valeur. Donc, il y a eu un trafic qui s'est fait sur ces pierres. Et donc, maintenant,
les gisements sont un peu tus, quoi. Enfin, le long des routes principales de l'Amazone, enfin des fleuves principaux de l'Amazone. Et donc moi, j'en ai vu au musée, dans un musée de Belém, dont le nom m'échappe présentement. Le gouvernement du Pará, on a une collection, ils en ont 101. Et voilà, c'est des pierres très, très belles et très bien sculptées avec un trou au milieu, voilà, pour vraiment faire un pendentif. Et voilà. Et après, j'en ai vu chez des particuliers aussi, plusieurs. Et puis même, il y a une femme qui m'en a donné une. Avec laquelle tu entretiens un rapport un peu ambigu. Avec laquelle j'entretiens un rapport ambigu. À la base, il y avait un texte dans ce livre qui s'appelait Nina, où je racontais justement cette histoire qui était mon lien aux Ikamiya basques, où je racontais qu'on m'avait donné une pierre. Mais finalement, il n'a pas survécu dans la version finale du livre. Et voilà, oui. Après, je pense que c'est aussi, j'avais cette pierre et je pense que ça m'a un peu poussée à écrire ce livre parce que je me disais, en fait, j'ai ramené en Europe cet artefact. Enfin voilà, moi, ça m'a fait un truc dans la tête. Je me suis dit que, je sais pas, je l'avais un peu volé, quoi. Fallait que je fasse quelque chose pour elle maintenant. donc voilà, les Murakita. Et voilà, et donc dans ce livre, on part beaucoup aussi à la recherche des Murakita. Et du coup, il y a toujours un trafic de ces artefacts ou... Ouais, je pense qu'on peut les vendre assez cher, oui. D'accord. Parce qu'à un moment donné, il parle aussi qu'on peut en trouver des copies, que c'est devenu un objet à la mode. Sinon, on en a des copies à Belém, dans les marchés. Oui, ça, c'est plutôt la culture populaire de Belém, quoi. En fait, au marché, et puis il y en a plein. Et puis du coup, c'est un peu la mode maintenant. Les garçons, ils se mettent des petits Murakita parce que, voilà, c'est un peu la mode, quoi. Et aussi, on peut en trouver... Moi, sur les murs de Belém, souvent, il y en avait qui étaient dessinés. Voilà, après, je les cherchais. Après, j'étais obsédée. Hein, donc, du coup... Est-ce que du coup, c'est devenu un symbole particulier qui représente quelque chose pour... Maintenant, l'idée, c'est un peu que il faut l'offrir à quelqu'un. Tu peux pas acheter un Murakita et le mettre toi-même. Il faut qu'on te l'offre. Et si on te l'offre, ça porte bonheur. C'est un porte-bonheur, quoi. Moi, je trouve que ce livre, il est justement emblématique d'une des lignes de force des éditions Hors d'Atteinte, qui est précisément ce rapport à la fiction, ce rapport nécessaire pour pouvoir se projeter, pour pouvoir imaginer, pour pouvoir avoir un horizon plus vaste que notre vie quotidienne, individuelle, etc. Puisque justement, ces femmes, je le disais tout à l'heure, se projettent dans ce mythe dont finalement... On ne se préoccupe plus de savoir s'il est réel ou pas. Est-ce que c'est ton cas aussi, à toi, en tant que Nina Almberg? Est-ce que tu as aussi des histoires auxquelles tu t'accroches ou des mythes, par exemple? Est-ce qu'il y a des figures qui ont compté dans ton rapport au féminisme, dans le fait que tu sois devenue féministe? Des figures, je pense qu'il y en a plein. Ouais, j'ai cherché plein de modèles féministes tout au long de mon âge adulte. Mais du coup, je sais pas, j'aurais envie de parler de trucs un peu classiques, quoi. Tina Modotti, la photographe italienne qui a après habité au Mexique, ou Gerda Taro, une autre photographe. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas de trucs. Qui t'ont inspiré, pourquoi? Oui, si, cet élan créateur, quoi, féminin, oui, ça m'inspire. Enfin voilà, mais c'est comme quand on a peut-être 20 ans, on cherche des figures, voilà. Et puis comme la création féminine, ça a longtemps été un petit peu minimisé, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, il y a moins de modèles, donc on trouve des choses comme ça assez. Voilà, qui ont été un peu érigées en symbole. C'est les premières choses sur lesquelles on tombe. Justement, sur cette histoire de création, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais comme ta dédicace est à ton fils et que justement tu étais enceinte quand tu écrivais, est-ce que tu as envie de nous parler de ça, de ce rapport entre création, procréation? Ah oui, je peux en parler, oui. Ouais, je trouve, voilà, j'avais vraiment envie de dédier ce texte à mon fils parce que je trouve que beaucoup d'écrivaines qu'on connaît, souvent elles ont pas eu d'enfants, soit elles ont eu des enfants très tard parce qu'elles devaient s'occuper de leurs enfants. Et voilà, elles ont toujours été beaucoup peut-être aliénées d'une certaine façon par la maternité. Et moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée quand j'écrivais ce livre, en même temps que j'étais enceinte et tout. Et voilà, maintenant j'ai un petit garçon, il est très mignon. Et voilà, je continue à créer des choses. Et pour moi, c'était vraiment une peur que j'avais, quoi. D'être mère et à la fois créatrice, autrice. Je trouve que ça va pas
pas de soi et que c'est pas encore des modèles qu'on a trop développés, quoi. Peut-être tu peux nous lire je peux vous lire le dernier extrait si vous voulez. Hop. Voilà, je vais lire l'extrait de Cinderella, qui est une je vous parlerai après de ma rencontre avec elle. En fait, c'est 2 personnes. Les Ikamiabas sont avec moi tout le temps. Pas physiquement, je ne les connais pas personnellement. C'est parce que je ne vais plus dans la forêt, je reste en ville. Mais elles sont avec moi dans ma tête. Elles m'accompagnent. Depuis bien longtemps, je me suis placée sous leur protection. Je les invoque quand je ne vais pas bien. Elles rient quand je danse. Je les chéris. Elles sont nos mères et nos gardiennes. Une légende raconte qu'une fois par an, les Ikamiabas organisaient une grande fête consacrée à la lune au bord d'un lac. C'est à ce moment-là que les hommes venaient leur rendre visite. Pas pour discuter, mais pour coucher avec elles. Après plusieurs jours de sexe et de fête, elles plongeaient leurs mains dans les eaux vertes du lac et en sortaient des talismans encore mous, des muirakitas. Elles les modelaient en leur donnant la forme d'une grenouille et ils durcissaient directement au contact de l'air. Elles les offraient ensuite en cadeau aux hommes avec qui elles avaient fait l'amour l'année précédente, à condition qu'elles aient accouché d'une fille. Ces hommes portaient leur murakita toute l'année, accrochés autour de leur cou comme une amulette. C'était la preuve qu'ils avaient couché avec une Ikamiaba, la chose la plus prestigieuse qui puisse leur arriver. C'était une grande fierté. Je suis pute. Je n'ai aucun problème à le dire. J'appelle un chat et une pute une pute. Bien sûr, ça n'a pas toujours été le cas, c'est venu avec l'expérience. Avant, je ne disais rien. Quand mes enfants étaient petits, je les laissais à leur grand-mère et je partais travailler dans d'autres villes où personne ne me connaissait. Comme ça, c'était tranquille. J'étais la pute incognito. Je ne restais jamais très longtemps dans les différents bordels où je travaillais sur le bord de l'Amazone. Dès qu'on me posait trop de questions ou que je sentais que j'allais avoir des problèmes, je prenais un bateau et j'allais dans le village suivant. Quand on est pute, on trouve toujours du travail, c'est l'avantage. Partout où je m'arrêtais, j'achetais quelques robes que je faisais coudre par des tailleuses amérindiennes. Comme ça, quand je revenais à Belém, je disais que je faisais du commerce, que j'allais acheter des habits pour les vendre. Ma mère faisait semblant de me croire et mes petites filles étaient contentes des cadeaux que je leur rapportais. Je ne parlais à personne de ce que je faisais. J'avais vraiment une vie très solitaire. Vous lirez la suite quand vous achèterez ce livre. Et voilà. Et donc, cette femme... en fait, du coup, je me suis inspirée de 2 femmes. Et là, dans l'extrait que j'ai lu, c'est du coup en fait, je logeais dans une petite pension de famille et il y avait ce couple qui habitait là aussi. Du coup, elle était brésilienne, voilà, de Manaus, pour le coup. Et puis, il y avait son copain qui était vénézuélien. Et puis, moi, j'étais là, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Et puis du coup, lui il me dit moi je fais des massages et tout, j'étais là bon d'accord. Et puis après elle m'a dit mais non en fait on est prostituées quoi. Et donc elle me dit oui lui il ose pas trop le dire mais moi franchement j'ai aucun problème, je vais pas faire des chichis quoi. Et puis d'ailleurs si tu veux viens je te montre où je travaille quoi. Et donc elle m'avait emmenée dans son bar quoi, prostituée, qui était du coup dans un endroit hyper glauque de Belém quoi. Enfin voilà dans un bar pas très loin de là où on logeait d'ailleurs. Et donc c'était un grand bar voilà avec des femmes à poil partout et puis du coup derrière il y avait leurs endroits pour faire les passes. Et puis j'aimais vraiment comme elle m'avait parlé de ça, c'était vraiment fluide quoi. C'était voilà moi il y a pas de souci, enfin voilà je vais pas voilà, je vais pas faire ma mijaurée, je vais pas faire des simagrées. Et du coup, son gars, il travaillait dans un autre endroit. Et ils avaient une relation magnifique. Ils étaient super amoureux et tout. Ils étaient... Voilà, je pense souvent à ces gens, ils étaient vraiment très, très beaux. Et après, du coup, le témoignage, là, dans le livre, est mélangé avec... parce que du coup, j'ai aussi fait des reportages quand j'étais à Belém sur le syndicat des prostituées de Belém et du coup j'avais aussi rencontré des prostituées là-bas et du coup dans le syndicat des prostituées ils font beaucoup de prévention et tout pour distribuer des préservatifs et tout voilà savoir comment éviter d'avoir des maladies sexuellement transmissibles et tout ça et donc voilà c'était aussi des personnes vraiment très lumineuses que j'ai rencontrées et voilà je voulais leur rendre hommage. Est-ce que justement il y a des moments où ça t'a dérangé de fictionnaliser, de pas être totalement fidèle à ce qu'on t'avait dit? Est-ce que tu as eu par exemple peur de trahir quelqu'un ou d'invisibiliser quelqu'un ou de pas être complètement fidèle à ce qu'il t'avait confié?
Ben non, pas du tout en fait. Je me suis dit, ben non, c'est pour ça, c'est pas du documentaire pur. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ce terme de fiction documentée. Et justement, enfin voilà, je pensais que, enfin voilà, en fait, quand on est auteur, ben voilà, on a toujours plein d'idées derrière la tête. Enfin, quelle que soit la façon dont on le fait. Donc, je pensais pas du tout que c'était une façon de les trahir. Au contraire, peut-être. Voilà, que c'était plutôt ça pour leur rendre hommage. Voilà, et puis du coup, j'ai quand même pu envoyer le livre à plusieurs des personnes qui sont dedans. Et ça, c'était vraiment chouette. Voilà, qui m'ont dit, bon, bah, on n'aime pas trop lire des livres, donc mais du on coup, lira pas trop. Ils ont eu quel retour sur leur témoignage? Est-ce qu'ils se sont reconnus? Est-ce que En fait, les seuls retours que j'ai eu pour l'instant, c'est merci de nous l'avoir donné. Nous, on n'aime pas trop lire. Alors, en plus, il est en français. En plus, en français, c'est pour ça que j'ai envoyé à des gens qui parler français, ou d'autres aussi où c'était facile de leur envoyer, et je me disais je sais qu'ils pourront trouver quelqu'un qui parle français, ou voilà, ou après ils peuvent lire un peu, mais voilà, mais après j'aimerais bien que le livre soit traduit en portugais, ça serait super. Et au niveau de le Brésil, c'est connu pour être une population vraiment multiculturelle, multiethnique. Est-ce que au niveau des témoignages, c'était plutôt des gens d'origine européenne, ou est-ce que vous avez réussi à avoir des Amérindiens? Est-ce que Alors voilà, du coup le Brésil en soi, ça fait la taille de l'Union européenne. Et du coup, moi, l'endroit où j'étais, donc principalement l'État du Pará, ça fait 3 fois la taille de la France. Et donc, c'est l'Amazonie. Le Brésil, il est très coupé entre le nord et le sud, voilà. Et du coup, le nord, c'est vraiment les ploucs, quoi. L'Amazonie, c'est les ploucs. Donc, j'étais là-bas. Et là-bas, il y a un mélange de population comme partout, mais je pense qu'il est moins marqué que dans le sud. Et par contre, c'est très peu blanc, hein. Belém, c'est vrai. Enfin, du coup, alors l'Amazonie en soi, c'est pas blanc du tout. Et Belém, il y a quelques blancs, mais c'est très rare. Du coup, qu'est-ce qu'il y a comme population là-bas? Il y a principalement ce qui s'appelle des cabocles. C'est du coup c'est des métis, c'est ça? C'est des métis, quoi. Donc c'est des métis, du coup, soit blancs amérindiens, soit noirs amérindiens, quoi. Ou alors c'est des gens qui sont venus du Nord-Est, parce que il y a une trentaine, quarantaine d'années, beaucoup de gens du Nord-Est, donc l'État qui est un peu plus au sud, quoi, là où il y a le Sertão, tout ça, où il y a Recife, où il y a beaucoup de paysans sans terre. Comme ils n'avaient pas de terre et tout ça, le gouvernement a dit vous avez qu'à aller en Amazonie, défricher. Et donc il y a aussi beaucoup de ces gens-là. Et ensuite, il y a aussi des gens qui viennent des anciens quilombos, là. Donc, ce sont des noirs marrons qui du coup, des anciens esclaves qui se sont enfuis dans la forêt et qui, du coup, sont restés, qui se sont pas du tout métissés, quoi, qui sont restés noirs et qui gardent une culture particulière. Et ensuite, il y a aussi des Amérindiens. Et après, amérindien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses, quoi, parce que... Oui, je suppose qu'il y a beaucoup d'ethnies, beaucoup de peuples sûr. différents. Et des langues. Il y a combien de langues, alors, du coup, qui sont parlées? Ça, j'en ai aucune idée. Mais du coup, moi, donc j'ai... Voilà, ce livre est un peu un hommage, du coup, à tous ces métissages, quoi. Et du coup, j'ai essayé... Enfin, voilà, je disais que c'était très important pour moi de faire parler des gens de toute classe sociale, mais voilà, c'était aussi de faire parler des gens de toutes origines. Et après, les Amérindiens qu'il y a dans ce livre, c'est les Amérindiens du fleuve Nyamunda qui habitent au nord du fleuve Nyamunda. Parce que voilà, je voulais dire Amérindien. Voilà, on peut être Amérindien acculturé, quoi, et donc vivre à Nyamunda, qui est une petite ville de 5000 habitants, qui est sur une île comme ça. Ou alors, on peut être Amérindien et vivre en pays amérindien. Et du coup, c'est au-delà de là où il y a des transports. Et voilà. Et donc, c'est des gens qui restent du coup dans leur village, quoi. Enfin, du coup, dans des zones plus hautes parce qu'ils sont repoussés, donc ils veulent pas. Et donc, du coup, ils viennent quand même à Nyamunda de temps en temps. Parce qu'à Nyamunda, il y a une maison des Indiens, Casa dos Indios, et qui est une maison où quand ils ont besoin de faire des courses et tout, chaque communauté un peu qui sont en haut des fleuves, en pays amérindien, ils ont un bateau et du coup ils viennent. Et du coup, ces gens-là ne parlent pas du tout portugais pour le coup. Et donc, moi, je suis allée à la maison des Indiens. Et par contre, il y a un peu des relais locaux, quoi. Enfin, des Amérindiens qui, eux, sont bilingues. Et du coup, ils m'ont fait des traductions et tout. J'ai parlé comme ça avec eux. Notamment, je suppose, les derniers témoignages, voilà les 2 derniers. Tout à fait. Alors Nina, j'aurais encore une question, c'est concernant le personnage de Vaner. Est-ce qu'il a vraiment existé? Et est-ce que ce qu'il raconte dans le livre,
il a réussi à réaliser en fait son projet. Alors Vaner, c'est un jeune entrepreneur de Nyamunda, donc ce village où j'ai passé du temps. Voilà, il a l'âme touristique et il veut développer la région. Enfin, il veut développer le tourisme dans sa région, sachant que il est quand même pas prêt d'y arriver parce que donc c'est vraiment très très loin. Enfin, c'est quand même très reculé. Voilà, il y a aucune accommodation. Enfin voilà, c'est un peu complexe. Et donc il a eu une super idée. Il s'est dit c'est génial. On va affréter des bateaux jusqu'au lac Miroir de la Lune. Donc qui est à 4 heures de bateau de la ville de Nyamunda, enfin du village de Nyamunda, donc vraiment c'est galère pour y aller quoi. On va affréter des bateaux quoi, un peu comme des cars de tourisme mais en bateau, et puis on va mettre des femmes nues comme ça qui vont danser devant, puis elles vont jouer les ikami à basse, ça va être vachement bien et tout. Mais en plus, je suis pas très gentille avec lui là parce que il est aussi très passionné par cette histoire en fait, et donc il avait toute une théorie sur le fait que en fait les ikami à basse elles allaient jusqu'au bord de l'embouchure avec l'Amazone, enfin la confluence avec l'Amazone, parce qu'il a retrouvé des petits tessons de poterie. Et c'est marrant comme du coup, toutes ces histoires, elles sont acculturées, elles sont remélangées à la sauce de chacun, parce que il disait oui, sans doute elles faisaient ça parce qu'elles avaient besoin de vendre leur artisanat. Enfin, comme aujourd'hui, on trouve dans des endroits touristiques, voilà, de l'artisanat pseudo-amérindien. Enfin, et donc lui, il en parlait un peu comme ça, quoi, comme si tout à coup, il y a 600 ans, des gens, voilà, étaient en train de faire du tourisme et donc chercher des objets à faire vendre. Mais du coup, il avait vraiment beaucoup creusé la question, quoi. C'était hyper important pour lui de comprendre ce chemin qu'elle prenait, pourquoi il avait retrouvé des petites poteries partout. Voilà, c'était pour les vendre à cet endroit-là et tout. Et voilà, et donc il avait ce grand projet de faire une sorte de parc d'attractions géant avec plein de femmes nues et jolies au lac Miroir de la Lune, mais je pense que on est encore loin de pouvoir atteindre... Enfin, heureusement, c'est encore un lieu assez tranquille et reculé. On en est vraiment loin. Il y a juste une petite maison au lac Miroir de la Lune. Il y a personne. Et comme je disais, c'est à 4 heures de bateau de Nyamunda, qui lui-même est à 24 heures de bateau de Manaus. Donc, du coup, je pense que ça va. On est tranquille. Les Amazones sont tranquilles pour un moment. Voilà. Voilà, en fait, dans ce livre, j'ai essayé de mêler des paroles savantes et puis des paroles très populaires, et du coup, d'essayer de mettre un peu sur le même plan toutes ces paroles. Voilà, l'idée, c'était vraiment de parler aussi de l'acculturation en marche depuis déjà très très longtemps dans le monde, quoi, mais au Brésil, c'est très très fort, quoi. Et de pas voir ça seulement comme quelque chose de négatif, mais aussi de voir ça comme une richesse, voilà, cette pluralité, cette mosaïque. Alors, à votre avis, elles ont existé ou pas ? Ah oui, moi après j'en suis convaincue, mais du coup moi après j'ai développé un rapport un peu mystique à tout ça au bout d'un moment. Mais oui, du coup pas sous la forme qu'on imagine des Amazones avec des seins coupés. Enfin voilà, tout ça justement c'est ce mélange. Enfin voilà, c'est ces mélanges de mythes qui a créé tout ça. Mais voilà qu'après des femmes avaient des manières particulières de vivre dans la forêt, peut-être seules à des moments, peut-être parfois elles rejoignaient les hommes. Ça j'en suis persuadée, oui. Merci à Nina et à Marie pour cette belle rencontre qui me permet d'introduire et d'annoncer le nouveau projet que nous allons entamer à la rentrée 2021, si tout va bien, et qui s'intitulera « Sur la voie des Amérindiens ». Donc c'est un cycle qui est dédié aux peuples premiers d'Amérique, sur leur histoire et sur leur actualité. Et il y aura donc une exposition en janvier prochain, ainsi que des projections, rencontres, des débats. Donc vous en saurez plus sur le portail de la bibliothèque très bientôt.